Histoire ancienne de l'Afrique du Nord de Stéphane Gsell, tome 1, livre 1, première partie. 3. L'Algérie suite. La Grande Kabylie est constituée au centre par un plateau de terrain ancien, gneiss, schiste, micaschiste, et bordé au sud par la chaîne calcaire du Djurdjura aux cimes dentelées, dont la plus haute dépasse de 1300 mètres. Des vallées trias encaissées coupent le plateau et forment de véritables fossés entre les tribus dont les innombrables villages couronnent les crêtes. Le sol est peu fertile, mais l'eau abonde, grâce aux condensations que provoquent les hautes altitudes et aux réserves de neige que le Djurdjura garde jusqu'au mois de mai. C'est un pays d'arboriculture, où dans l'Antiquité la population devait déjà être dense, mais où la colonisation romaine ne semble pas avoir pénétré. Au nord, s'étend de l'est à l'ouest, la vallée de l'Oued Sebaou, propice aux céréales, puis entre ce fleuve et la mer, une chaîne de grès, au pied de laquelle des ruines de cités s'échelonnent le long du rivage. L'angle oriental de la Kabylie est occupé par des grès qui portent de belles forêts de chênes. À l'est, de la Grande Kabylie et jusqu'à Beaune, la Méditerranée est bordée presque partout par des massifs très tourmentés, où les rivières se fraient péniblement un chemin. Les grès couvrent de vastes espaces revêtus de magnifiques boisements de chênes. Les terres siliceuses se prêtent mal à la culture des céréales, sauf dans les vallées, d'ailleurs étroites, où des alluvions argileuses se sont déposées. Mais dans cette région élevée et bien exposée au vent humide, les pluies entretiennent de belles prairies et des vergers prospèrent autour de nombreuses sources. En dehors des forêts, elle paraît avoir été assez peuplée au temps antique. À l'intérieur du Tel, des vallées, de hautes plaines, des plateaux séparent ou pénètrent les massifs montagneux. Des plaines d'une altitude moyenne de 400 mètres se succèdent à l'est de la Molowiya jusqu'au-delà de Mascara. Celle des Angades, qui fait partie du Maroc, est sèche et stérile. Celles qui s'étendent au nord de Tlemcen et de la Mauricière sont mieux partagées. La plaine de Sidi Bel Abbès est couverte de terres légères, friables, dans lesquelles sont incorporés des phosphates de chaux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité pour porter de belles moissons. Les pluies bien réparties, il est vrai, atteignent à peine une hauteur annuelle de 40 cm à Sidi Bel Abbès. La plaine d'Egris, au nord de laquelle se trouve Mascara, en reçoit moins encore, et la constitution du sol y est moins bonne. Aussi n'a-t-elle que peu de valeur agricole. Ces plaines sont bordées au midi par une série de grands gradins formés de grès, de dolomies et de calcaire. Des rivières assez importantes prennent naissance dans cette région accidentée et la traversent pour se diriger vers le nord, coulant dans des gorges ou dans des vallées étroites. Elles débouchent brusquement sur le plat pays, quelques-unes par des cascades. Les sources nombreuses à la lisière des plaines permettent la création de beaux jardins. Tlemcen, admirablement située à plus de 800 mètres d'altitude, tournée vers la mer, dont elle reçoit les brises rafraîchissantes, défendue des vents brûlants du sud par le vaste talus auquel elle est adossée, s'appelait à l'époque romaine Pomaria, les vergers, et ce nom serait encore très justifié. Sur les gradins, il y a des forêts étendues mais clairsemées, quelques zones marneuses sont propres à l'agriculture. Une frontière militaire établie par les Romains vers le début du IIIe siècle longeait, par là la Marnia, Tlemcen, la Mauricière, Chanzy, le report septentrional de ce haut pays qu'elle coupait ensuite, passant vers Franchetti, Tagremaret, Frenda, et traversant sur une partie de son parcours des bandes de terrain fertiles. Au-delà même de cette frontière, une population assez dense s'est installée, soit dans l'Antiquité, soit plus tard, sur les sols favorables à la culture, en particulier aux alentours de Saïda. Le Chélif,
fleuve qui naît dans l'Atlas saharien, traverse les hautes plaines de l'Algérie centrale, s'étant soudé à un cours d'eau méditerranéen, il entre dans le tel à Borali. Bientôt il tourne vers l'ouest, direction qu'il garde jusqu'à la mer. La vallée qu'il suit forme une longue dépression entre le massif de Miliana et le Dahra au nord, le massif de Loire-Sénie au sud. Elle était parcourue par une voie militaire romaine qui a sans doute été faite aussitôt après la conquête de la Maurétanie et qui a développé la colonisation. Cette vallée n'est cependant pas un étroit couloir largement ouvert. Des étranglements formés par des collines la divisent en 3 parties. Les terres alluviales compactes et profondes sont très fertiles quand elles sont arrosées. Mais la barrière du Dahra arrête les pluies, qui souvent tombent en trop petite quantité pour assurer la bonne venue des céréales et qui s'infiltrent mal dans un sol peu perméable. C'est par une irrigation bien comprise ou par le choix d'autres cultures que la vallée du Chélif put prospérer. Le massif de Loire-Sénie est formé de plissements confusément entassés autour d'un grand dôme calcaire et coupé par des affluents du Chélif. Il offre de belles forêts, mais sauf dans quelques vallées où l'on trouve des ruines antiques, les terrains schisteux ou gréseux ne se prêtent guère qu'à l'élevage. Ce massif est bordé à l'ouest par la Mina, qui avant de rejoindre le Chélif dans une large plaine facilement irrigable, descend un couloir donnant accès au plateau de Tiaret au sud de Loire-Sénie. La région d'une altitude de 1000 à 1200 mètres, située au sud et au sud-est de Tiaret, se distingue par sa fertilité des plaines élevées du centre de l'Algérie qui la continuent sans transition. Grâce aux pluies qu'elle reçoit du nord-ouest par la vallée de la Mina, les terres d'alluvions riches en phosphate de chaux qui la couvrent peuvent porter de belles moissons. En grande partie incorporée par les Romains dans leurs frontières militaires du IIe siècle, elle a été très peuplée dans l'Antiquité, et même dans les temps qui ont suivi l'invasion arabe. Cette zone fertile se continue au nord-est le long du Nahr Wassel, qui se dirige vers le Chélif. La frontière romaine dont nous venons de parler passait par là, sur la lisière méridionale de Loire-Sénie, pour aller couper le Chélif vers Borali. Au-delà des montagnes abruptes et ravinées qui dominent au sud la plaine de la Mitidja, le plateau argileux et nu de Médéa, au relief tourmenté, découpé par les profonds sillons des rivières qui s'éloignent vers l'ouest, le nord et l'est, a de nombreuses sources et n'est pas dépourvu de terres propices aux céréales. Il forme un passage d'ailleurs assez difficile entre la vallée du Chélif et les 3 plaines des Beni Slimane, des Harib et de Bouira, qui se suivent de l'ouest à l'est, représentant une ancienne vallée à une altitude de 600 à 500 mètres. La première de ces plaines souffre de la sécheresse. Plus à l'est, la région de Ain Bessem a de bonnes terres et reçoit assez d'eau de pluie. Les ruines antiques y abondent. La plaine de Bouira conduit à la vallée de l'Oued Sahel, appelée plus bas Oued Souman, qui borde la Grande Kabylie au sud et à l'est. Comme celle du Chélif, cette vallée est coupée par des obstacles. Sur 2 points, Tarkiyetz et Sidi Aïch, le fleuve a dû se frayer un passage à travers des barrières rocheuses. Le sol d'alluvion est très fertile. Mais là encore, les pluies sont souvent insuffisantes. La chaîne du Djurdjura les arrête. La culture des céréales est aléatoire. L'arboriculture, qui craint moins la sécheresse, court moins de risques. L'extrémité de la vallée près de la mer jouit pourtant de conditions plus favorables. Les ruines s'y pressent et une colonie importante, Toubou Souptou, y fut fondée dès l'époque d'Auguste. La voie militaire romaine, venant de la vallée du Chélif, ne passait pas par Médéa ni par les plaines qui se suivent jusqu'à l'oued Sahel. Elle filait plus au sud par Berouaria, Sourdjouab et Omal, établis sur une large bande calcaire. Dans la partie septentrionale,
d'une région accidentée que parcourent d'ouest en est des chaînes parallèles. Les intervalles ravinés sont occupés çà et là par des marnes mêlées de phosphates de chaux qui constituent des terres fertiles ou par des argiles, de sorte des sources et qui portent de beaux pâturages. Ce pays montagneux fut enfermé dans la frontière militaire du IIIe siècle, qui en suivait la lisière méridionale depuis Borali jusqu'à Sidi Aïssa, au sud d'Omal. Dans le nord de la province de Constantine, derrière la chaîne calcaire qui borde le massif ancien, les montagnes de grès ou de calcaire se succèdent, généralement en rang compact jusqu'aux hautes plaines de la zone centrale. Les rivières suivent d'étroites vallées où se faufilent avec peine dans des gorges étranglées. Cependant, les pluies sont abondantes, et là où les terres conviennent aux céréales, à l'arboriculture, à l'élevage du gros bétail. Les établissements antiques ont été nombreux. 2 bassins compris dans cette région furent surtout très peuplés. Celui de Constantine est un ancien lac long d'environ 80 km de l'ouest à l'est, large d'une vingtaine de kilomètres, comblé par des argiles et des poudingues d'un aspect tourmenté. Quoiqu'il ne soit pas particulièrement fertile, il a été cultivé d'une manière intense, formant en quelque sorte la banlieue de la ville de Kirta, Constantine, qui bien avant la conquête romaine a dû son importance à une incomparable position défensive sur un roc abrupt. Le bassin de Guelma, parcouru par la Seybouze, qui en sort en rompant une barrière, offre des marnes favorables à la viticulture et aux céréales. On rencontre partout des ruines romaines au sud de ce bassin, dans le pays montagneux sillonné par l'Oued Sharf, une des branches de la Seybouze, et par ses affluents, par d'autres rivières qui font se jeter plus loin dans la Seybouze, enfin par le cours supérieur de la Medjerda. Des terres fertiles, argileuses, saturées de phosphate de chaux, y couvrent de larges étendues.